Salut à tous, salut à toutes, donc bienvenue pour ce 5e épisode d'Il était une fois la boxe, avec aujourd'hui donc pour thème l'Empire de l'Aoya. Alors évidemment Oscar de la Hoya, quand on en parle, très très grand nom dans le monde de la boxe, c'est très connu. Alors aussi bien le boxeur en fait que le promoteur. Et c'est ça qui est assez spectaculaire avec ce personnage, c'est de voir qu'en fait il a vraiment bâti un empire sur la boxe. Et probablement on peut le dire, le plus grand empire qu'on ait vu dans l'histoire de la boxe. Alors c'est de cet empire donc qu'on va parler aujourd'hui. Alors donc vous l'aurez compris, c'est pas tellement le De La Hoya boxeur qui va forcément le plus nous intéresser. Je dis le plus parce que on va quand même être obligé de l'aborder, l'aspect boxeur, puisque ça fait quand même partie de son empire. C'est de là qu'il bâtit aussi par ses victoires sur le ring ce qu'il va faire derrière. Mais on mettra plus l'accent en fait sur tout ce qu'il a fait, sur le personnage et sur comment en fait il est parvenu à devenir le visage véritable de la boxe. Voilà, si vous voulez vraiment vous intéresser au boxeur, je vous conseille notamment, si vous ne l'avez pas déjà vu, il y a une très bonne vidéo à ce sujet du Capitaine Crochet avec Nicolas de Culture Box et avec Christian Deltour, que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne, sur les chroniques du Capitaine Crochet, vidéo qui fait presque 3 heures et où vous aurez vraiment tous les aspects de la carrière de la Hoya évoqués, notamment avec Christian Deltour qui lui était témoin direct de tout ça. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'aspect pugilistique, je vous conseille cette vidéo. Donc nous on va un petit peu parler du personnage et comme je vous dis comment c'est devenu en fait quelqu'un d'aussi incontournable dans le monde de la boxe. C'est ça qui est quand même assez incroyable chez lui. Donc déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que De La Hoya, donc il est issu d'une famille donc de latinos, des migrants mexicains qui étaient à East Los Angeles. Et Oscar, déjà, dès qu'il est tout jeune, ses parents, en fait, ils ont un objectif avec lui, c'est d'en faire une superstar. C'était l'objectif de départ, que ce soit sa mère, que ce soit son père, c'était lui, il faut qu'on en fasse une superstar. Parce que déjà, gamin, tu vois qu'il a le truc. Il a un certain charisme naturel. Vous avez déjà vu De La Hoya avec ce sourire un peu irrésistible qu'il a. On sent qu'on peut en faire quelque chose. Et d'ailleurs, à la base, la mère de La Hoya ne veut pas forcément le diriger vers la boxe. Et c'est plus le père qui va insister. Et notamment, comme l'explique d'ailleurs très bien De La Hoya dans un vieux documentaire qui avait été fait sur lui au début des années 2000, où en fait, lui, il n'était pas trop fan de boxe, il fréquentait notamment, lui, ce qui l'intéressait beaucoup, c'était le skate par exemple, sauf que le skate, ça impliquait d'aller dans la rue, et dans les quartiers de Los Angeles où il vivait, de La Hoya, bien évidemment, c'était pas les quartiers les mieux fréquentés, et son père avait très peur en fait de le savoir dans la rue. C'est pour ça qu'il lui disait non, tu viens à la salle de boxe, au moins j'ai un œil sur toi, et puis en plus tu apprendras la boxe, comme on est une famille de boxeurs, parce que le père, donc Roel de La Hoya senior, était boxeur. Et le père de ce dernier, donc le grand-père d'Oscar, lui aussi a été boxeur. Voilà, donc c'était une famille de boxeurs et c'était un peu de tradition. Et bon, De La Hoya va se mettre en fait à aimer la boxe au final, Oscar, et va devenir le phénomène qu'on connaît. Et tout le monde s'en souvient déjà de son parcours amateur. Alors, je ne parle pas forcément de toutes les récompenses qu'il a eues, les Golden Gloves, tout ça, mais il y en a une bien sûr qui a marqué, c'est en 92, c'est la médaille d'or au JO de Barcelone. Et ça, c'est déjà un événement qui est très intéressant et très important pour Oscar, parce que si on s'en souvient autant, c'est parce qu'il y avait toute une histoire, toute une dramaturgie autour de ça. Et ça, tout le monde la connaît, c'est bien sûr la promesse d'Oscar, qui fait à sa mère, qui était atteinte d'un cancer et qui est décédée un peu avant, et il y avait dit sur son lit de mort, voilà, je te fais la promesse de ramener la médaille d'or des Jeux Olympiques de Barcelone. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, cette histoire, c'est un petit peu le genre d'histoire dont sont friands les médias, notamment les médias américains. Il faut voir à quel point ça a été récupéré. Moi, j'ai retrouvé certains articles de l'époque sur cette période des JO de Barcelone et notamment la boxe, de voir que De La Hoya, avant même qu'il obtienne sa médaille d'or, les médias en parlent. Les médias disent, voilà, vous avez ce jeune homme là, ce jeune latino qui est très talentueux et en plus c'est fabuleux parce qu'il a fait la promesse à sa mère sur son lit de mort qui lui ramènerait la médaille. Donc déjà en fait, il y a toute une hype qui se concentre autour de La Hoya par rapport à cet événement.
Donc ça a été pas mal orchestré par les médias, mais aussi, quand vous regardez un petit peu certaines interviews, beaucoup par le père de Laoya. Alors, je vous dis pas que il a profité de la mort de sa femme, que c'était sa femme, bien sûr, que j'imagine que ça y a fait du mal quand même de l'avoir décédée. Mais ce que je constate quand même, c'est que il a beaucoup mis en avant cette histoire-là, lui, et que ce soit sa famille, au niveau médiatique. Alors ça aussi, il y a peut-être l'aspect que les latinos sont assez extravertis, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est beaucoup mis en avant cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, ça crée un carcan déjà autour de Oscar où les gens se prennent de passion pour son histoire. Et quand il a la médaille d'or, vous pouvez revoir les images où il obtient la médaille d'or et on voit dans le public, les médias filment sa famille en pleurs. Ils avaient vraiment pris cette histoire parce que c'était très, très médiatique, cette histoire un peu dramatique, mais qui finit bien au final, puisqu'il arrive à gagner la médaille d'or. Et ça l'a déjà propulsé, alors qu'il était qu'amateur, au rang de star. Quand il revient chez lui, aux États-Unis, on parle que de lui. Alors en plus, il y a un truc quand même assez extraordinaire, c'est que c'est le seul boxeur cette année-là qui ramène une médaille d'or. Voilà, donc pour vous dire que déjà, on est sur quelque chose d'assez énorme et on voit à quel point il était, comme je vous l'ai dit, déjà canalisé pour devenir une star de la Hoya. Et à ce moment-là, ça devient une star. C'est pas encore une superstar, mais c'est déjà une star. Et évidemment, ce que tout le monde attend, c'est les débuts professionnels. C'est les débuts professionnels, et d'ailleurs, il les fait dans sa ville natale à Los Angeles, et ce qui est fou quand même, c'est qu'il y a déjà tous les ingrédients. Déjà, il arrive avec un short où il y a une partie du short, c'est le drapeau américain, et l'autre partie, c'est le drapeau mexicain. Donc, alors à ce moment-là, je tiens à dire quand même que De La Hoya, il n'y a pas encore toute une structure promotionnelle autour de lui. C'est-à-dire que c'est son père qui tient pas mal les rênes, parce que son père, en fait, connaissait un petit peu le milieu de la boxe, et surtout, il était très possessif envers son fils, on va en parler. Il avait, comme je vous le dis depuis le début, ce projet d'en faire une star et de garder un petit peu ça sous contrôle. Rôle de la Hoya Senior, il voulait garder ça sous contrôle, il avait de l'influence sur son fils. Et déjà, ce qui est fou, c'est qu'au premier combat, ils comprennent l'enjeu. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va revendiquer les origines mexicaines. Pourquoi ? Parce que la boxe et le Mexique, c'est quand même une grosse histoire d'amour. C'est le public mexicain est consommateur de ça. Et évidemment, le côté américain, parce que les États-Unis, c'est les États-Unis, que ce soit dans le sport, partout. Et en boxe, c'est quand même eux qui ont produit le plus de champions au monde. Donc on va revendiquer vraiment tout ça, ce côté latino-américain, pour le mettre en avant. Et premier combat donc contre Lamar Williams qui remporte par KO. Juste après sa victoire, il y a Riddick Bowe, qui à cette époque est encore le champion du monde des poids lourds, qui vient en personne sur le ring pour le féliciter. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes d'impact, premier combat professionnel, tu as le champion du monde des poids lourds qui est quand même la sommité du monde de la boxe, qui vient te récompenser. Donc déjà, c'est vous dire à quel point il est dès le début de sa carrière. Et puis il va enchaîner des combats. Alors il a un très grand talent De La Hoya, on en a beaucoup parlé. Une fois encore, je vous en renvoie à plusieurs vidéos que vous trouverez. C'est indéniable le talent de ce pugiliste. Et après ça, en fait, au bout de 10 combats, le père De La Hoya, il comprend quand même que s'il veut que son fils vraiment devienne la superstar, il va falloir qu'il passe par d'autres réseaux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout gérer. Il a besoin d'avoir derrière une structure promotionnelle énorme. Parce que ça marche comme ça, le monde de la boxe. Tu peux avoir le talent que tu veux. Si derrière, tu n'as pas toute une industrie, je dirais, toute une équipe qui est là pour t'amener au plus haut, tu peux être aussi talentueux que tu veux, j'ai envie de te dire, tu pourras pas y arriver. Il te faut vraiment quelqu'un derrière. Et là, pour le coup, comme Oscar, c'est déjà une star. Il y a du monde qui veut venir derrière lui, qui veut venir dans son sillage. Alors, je pense que le père De La Hoya, il pensait que peut-être, comme son fils était déjà devenu une star avec les JO, il s'était dit, je vais vraiment arriver à garder ça sous contrôle et rien qu'avec son prestige, on pourra aller loin. Mais c'était naïf puisque tu es obligé d'avoir un gros nom derrière. Et évidemment, à qui vont s'adresser ? Ils vont s'adresser
à Bob Arum. Bob Arum qui est l'un des plus grands promoteurs de tous les temps, qui est le patron de Top Rank. Et à cette époque, c'était le meilleur choix pour eux, puisque les deux gros promoteurs que tu avais, qui étaient vraiment, qui pouvaient t'amener loin, c'était Bob Arum, Don King. Don King, il avait sa réputation, et évidemment, Roel de la Hoya Senior, il voulait pas ça pour son fils, donc il est allé vers Bob Arum. Et Bob Arum, il avait le métier pour faire de la Hoya une superstar. Parce qu'en fait, De La Hoya, il faut comprendre que ce qu'il y a d'intéressant avec lui, outre son talent, c'est son image. Son image qui est assez inédite pour la boxe de gendre idéal, c'est-à-dire qu'on a ce boxeur qui est extrêmement talentueux, mais qui n'a pas l'air tellement d'un boxeur. Quand on le voit, presque on croirait un cycliste. De La Hoya, de visage, même son physique n'est pas forcément hyper impressionnant. Et il a ce côté, voilà, beau gosse. Le Captain Crochet le comparait très justement. Il disait en termes d'impact des années 90, on va voir que c'est quasiment comme le Leonardo DiCaprio de la boxe, De La Hoya. Il a le côté beau gosse, gentil, bienveillant, toujours souriant, toujours respectueux. C'est un peu le petit jeune parfait. C'est vraiment, voilà, c'est ça, le golden boy, quoi. Et ça, c'est forcément, c'est quelque chose pour la boxe. On se dit, c'est pas mal, parce qu'en termes d'image, c'est nouveau. Et ça peut permettre de toucher un public plus large. Parce que la boxe, quand même, a toujours eu, et elle aura toujours, je pense, un petit peu une réputation sulfureuse. C'est un sport de combat où, évidemment, voilà, pour certains, on va dire, c'est un peu sale, quoi. Et je pense qu'à l'époque, même en Amérique où le sport est très populaire, il y a toujours un petit peu des foyers où ils se disent non, la boxe, c'est quand même un sport trop violent, tout ça. Et De La Hoya, on se dit, un petit jeune comme ça, il peut toucher ce genre de public. Parce que les gens, ils sont un petit peu aussi influencés par ce qu'ils voyaient, les scandales, que ce soit la personnalité d'Ali, même si c'est un symbole politique aujourd'hui, qui était quand même très virulente. Quand on le voyait insulter ses adversaires, il y avait évidemment dans les années 90 Mike Tyson. Alors au moment où De La Hoya commence, il est en prison, mais justement il est en prison pour condamné pour viol, Mike Tyson. Il y a toute une image un peu, c'est des bad boys, quoi, les mecs de la boxe. C'est vrai, c'est les méchants. Et d'ailleurs, on a cultivé aussi cette image-là, que ce soit sur Tyson et tout, parce que ça faisait vendre aussi. Mais d'un autre côté, ça pouvait faire fuir aussi une certaine partie quand ça allait trop loin, ça faisait partir une certaine partie du public. Et là, on a donc un nouveau prototype de boxeur qui, lui, c'est un petit peu le genre idéal. Mais c'est à double tranchant parce que ça peut toucher un large public, mais d'un autre côté, et on va voir que ça sera un petit peu le cas au début, ça rebute certains. Parce qu'il y en a certains, au contraire, justement, ils ont cultivé un peu l'image de la boxe aussi sur l'aspect dur. Par exemple, en disant, ouais, Tyson, voilà, c'est le méchant, c'est le bad boy, et ça c'est bon, c'est ce qu'on veut. Et De La Hoya, justement, ils te disent, ah non, ils disent, lui, c'est un petit peu l'effet qu'on voit aujourd'hui avec Ryan Garcia. Ils disent, regarde-le avec sa gueule d'ange, ce mec-là, c'est pas un dur. Enfin, voilà, il y a aussi ce stéréotype-là. Donc ça peut être à double tranchant. Mais Bob Arum, on verra qu'il va très bien gérer ça. Parce que Bob Arum, sa mission, avec Top Rank, avec son groupe de promotion, c'est d'en faire une superstar. Et il va vraiment s'y prendre de la meilleure des façons. C'est-à-dire que De La Hoya est en poids léger. Donc il enchaîne les combats poids légers. Bob Arum, il en trouve aussi de très bons pour le faire progresser, évoluer. Il y a tout un staff qui vient autour de lui parce qu'il y a de l'argent. Donc on peut mettre les meilleures équipes autour de lui pour l'aider à progresser encore plus vite. Et au final, dès 1994, De La Hoya, il obtient une chance pour le championnat du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe. Parce qu'il est en poids léger, mais on va lui proposer une chance mondiale pour la ceinture WBO des super plumes, donc la catégorie en dessous. C'est-à-dire qu'on le fait descendre. Et ça a un aspect stratégique parce que je pense que c'était à l'époque déjà où ça faisait très longtemps que les pesées se faisaient la veille. De La Hoya, qui est un gars qui fait quand même 1m79, donc qui est déjà très grand pour les poids légers, il était capable, je pense, de faire des cut weight assez prononcés, c'est-à-dire de perdre beaucoup de poids pour la peser et revenir derrière avec les kilos en plus sans forcément faire des écarts comme le fait son poulain Canelo aujourd'hui, dont on va reparler après. Mais je pense qu'ils se sont dit, voilà, il y a un coup à faire, c'est si tu arrives à faire le poids à la pesée pour un championnat du monde super plume, que tu arrives le lendemain en tant que poids léger, ça te donnera déjà un petit avantage physique.
et ça met plus de chances de notre côté pour que tu aies ton premier titre mondial. Et toutes les chances sont mises du côté de la Hoya, parce que ça se passe à Los Angeles, précisément dans une salle où son grand-père boxeur avait combattu. Alors ça aussi, ils le mettent très en avant pour toucher aussi la communauté de Los Angeles dont est issu de la Hoya. Et donc c'est ce combat qui est organisé contre Jimmy Bredal, qui était un Danois invaincu, qui n'était pas un mauvais boxeur, mais qui arrive en terrain conquis, toutes les chances étaient du côté de la Hoya, sans enlever au mérite de la Hoya, parce que n'importe qui, tu le prends, tu lui donnes les mêmes avantages, tu le mets un peu sur les mêmes rails où est sur de la Hoya, il déraille. Il faut quand même un minimum de talent pour arriver à ce niveau-là. Et de la Hoya, donc, il va devenir champion du monde en battant Bredal, ce qui est quand même assez fou dans cette soirée à Los Angeles. Donc la première où il devient champion du monde, c'est qu'en sous-carte, il y a James Toney qui combat. Et James Toney, à cette époque, il y en a beaucoup qui le considèrent comme le meilleur boxeur pound for pound de la planète, même devant Pernell Whitaker. Et ce gars-là, qui est considéré comme le numéro 1, il boxe en sous-carte du petit jeune qui dispute sa première chance mondiale. Donc c'est vous dire quand même, là encore, le prestige du Golden Boy dès le début. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui est cadré. C'est pas devenu une superstar par hasard, quoi, de la Hoya, c'est ce que je veux vous dire. Il y avait déjà, tout était fait, tout était calculé. Enfin, c'est assez énorme quand on y réfléchit, quoi. De mettre James Toney en sous-carte, alors que De La Hoya, il est à son premier championnat du monde, il est même pas dans le top 10, toutes catégories confondues. C'est énorme. Donc voilà, premier titre mondial. Alors après, une fois qu'il est pas mal, on le refait monter chez les légers pour prendre un titre chez les légers contre Jorge Paez, qui était à ce moment-là plus que l'ombre de lui-même, quand même, j'ai envie de dire. Hein. Donc tout est calculé quand même pour qu'il ait... il est sur des rails de la Hoya, il ne faut pas non plus trop brusquer les choses. Alors une fois encore, hein, je ne vous dis pas qu'il a une carrière totalement arrangée, ça c'est faux, il y en a beaucoup qui le disent, que ce soit sur certains boxeurs en disant oui, il a été sur des rails, tout a été arrangé. Non, oui, je veux dire, ils sont sur des rails, c'est vrai, mais il faut quand même, une fois encore, avoir le talent. Même Anthony Joshua, qui est beaucoup critiqué parce que oui, sa carrière, elle est sur des rails, il ne serait pas arrivé là où il est arrivé si derrière il n'y avait pas quand même un talent et quelque chose. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je ne veux pas enlever au prestige de la carrière de De La Hoya, mais force est de constater quand même que tout a été fait minutieusement. D'ailleurs, dans l'année 95, où les boxeurs de l'année prennent des gros noms qui sont John Molina, Genaro Hernandez par exemple, qui sont des grands talents, mais qui quand même venaient des catégories inférieures, des super plumes. Et d'ailleurs, ils vont monter chez les légers pour l'affronter. C'est pas De La Hoya qui était déjà allé chez les super plumes qui aurait pu retourner. Non, c'est eux qui vont monter. Donc, tous les avantages sont quand même mis du côté du Golden Boy. Il bat Rafael Ruelas aussi cette année, qui lui, par contre, était d'un poids léger authentique. Et puis, en 96, en fait, on se dit, il faut passer le cap supérieur, c'est Julio César Chavez. Donc Julio César Chavez, c'est un combat qui va être très important dans la carrière du Golden Boy, puisque à ce moment-là, en fait, Chavez s'était séparé de Don King, et Bob Arum, là, il a fait le truc. Il a dit, maintenant qu'il est libre, je peux en profiter et je peux organiser le combat avec De La Hoya, parce que Chavez, à ce moment-là, même si c'est encore un très grand boxeur, ce n'est plus le grand Chavez. Il est déjà en déclin depuis sa défaite quand même contre Randall, et Bob Arum, il sait qu'un De La Hoya qui a encore de quoi monter, parce que là il faut monter chez les super légers, mais qu'il a largement la caisse De La Hoya, et ça va se confirmer ensuite, parce qu'il va rester à peine un an en super léger avant de monter chez les welter avec une facilité incroyable. C'est-à-dire qu'il sait que De La Hoya, il n'aura pas de problème. Et qui peut battre un Chavez qui est quand même usé aussi par ses guerres. Et ce combat, en fait, si vous regardez les médias, on a cherché un petit peu à nous dire... Ouais, mais est-ce que De La Hoya, il va tenir face à un vétéran comme Chavez et tout? Mais les parieurs, eux, ils ne sont pas trompés. Si vous regardez les cotes, De La Hoya, il était quand même assez clairement favori dans ce combat. Et on savait que c'était le jeune prodige qui débarquait face à un Chavez vieillissant. Si le combat était mis en place, on se doutait que quand même, on ne pouvait pas tuer la poule aux œufs d'or. Il y avait vraiment... Les avantages étaient du côté de De La Hoya, ça s'est confirmé sur le ring d'ailleurs, il a gagné. Et ce combat justement démontre un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que
oui, il gagne une victoire prestigieuse, il affiche une légende dans son palmarès, mais en même temps, il se fait un peu haïr par une certaine partie de la communauté latinos, ben, parce qu'il a battu Chavez, mais aussi parce que ils ne se reconnaissent pas dans ce personnage. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, l'image du dur Chavez, c'est le Mexicain, c'est le dur, celui qui a des cicatrices sur le visage parce qu'il va à fond au combat. C'est ce qu'ils aiment les Mexicains. Et de là, on dit non, non, on dit ça c'est le beau gosse qui... En fait, il y a même une mauvaise foi, on va vous dire il est trop précieux, il passe son temps à se protéger alors qu'il mettait quand même de beaux KO. Mais on prend en grippe cette image un petit peu de beau gosse qui réussit. Et, euh, et ça va être intéressant pour la suite parce que du coup, il scinde quand même un petit peu en deux de la même si, une fois encore, il s'est largement rattrapé par le fait qu'il va toucher un grand public, qui va être ambassadeur de la boxe pour un grand public qui ne s'y intéressait pas vraiment parce qu'il considérait ce sport comme un petit peu un repère de voyous. Là, tu as une image quand même rassurante du noblard, quoi, avec ce gars qui est souriant toujours, qui est très bien sur lui-même, qui est intelligent en plus, et qui parle très bien. D'ailleurs, à cette époque-là aussi, on le voyait qui parlait peut-être d'arrêter assez tôt la boxe pour reprendre des études d'architecte. Donc c'était vraiment le, voilà, le gendre idéal, une fois encore. Puis, bon, on va voir que sa carrière, ça va s'enchaîner. Il va monter chez les poids welter, donc devenir champion dans une quatrième catégorie de poids. En si peu de temps, c'est du jamais vu. Donc contre Pernell Whitaker, là encore, combat alors qui a été difficile pour De La Hoya, mais qui avait été choisi quand même au bon moment parce que Pernell Whitaker l'année d'avant contre Wilfredo Rivera, il fait pas des combats impressionnants. Même le premier combat, beaucoup pensaient qu'il aurait dû le perdre, Whitaker. Le combat qu'il fait contre le Cubain Hurtado juste avant, il l'emporte par KO, mais on voit des difficultés. On voit un Whittaker qui est quand même vieillissant. Donc là encore, on choisit le bon moment pour le prendre, même si sur le ring, ça va se révéler plus difficile que prévu pour De La Hoya. Mais c'est un gros coup ce combat, c'est un coup énorme parce que De La Hoya quand même va prendre une bourse de 10 millions de dollars pour ce combat, alors que Whittaker qui était champion 6 millions. Et ils vont vendre 720 000 pay-per-view, ce qui, à l'époque, à ce moment-là, était du jamais vu pour un combat non poids lourd. On n'avait jamais vu des chiffres aussi hauts. Même Léonard Hagler ou Léonard Ernst, en termes de vente en foyer de pay-per-view, n'avaient pas fait mieux. Donc là, encore, on voit qu'il y a toute une industrie qui tourne autour de la Hoya. Et ça ne fait que grandir, ça ne fait que grandir. Et le côté beau gosse, justement, qui rebutait certains fans, va être exploité à fond auprès de la gente féminine. Et ça, le meilleur coup, c'est ce fameux combat qu'il va faire en 98 contre Patrick Charpentier, notre Français, où l'arène à 90% était composée de femmes, quoi, de groupies de La Hoya qui étaient là pour le soutenir. Donc là encore, c'est du jamais vu un petit peu dans l'histoire de la boxe d'avoir réussi à toucher un public aussi large avec un boxeur. On voit la stratégie promotionnelle qui est mise par Bob Arum. Alors De La Hoya, en fait, il se bâtit un empire sur le ring, du coup, parce qu'il amasse des titres, mais il reste sous contrôle. Comme vous voyez là, pour l'instant, moi, on n'est pas encore vraiment dans l'empire de La Hoya. Ça reste plus ou moins, lui, le bon produit qu'on vend. Mais il est sous contrôle de son promoteur Bob Arum et de son père aussi. D'ailleurs, c'était Steve Springer, qui était journaliste, qui avait dit que, apparemment, De La Hoya y avait confié qu'il ferait n'importe quoi pour que son père lui foute la paix, quoi. C'était à une époque où déjà De La Hoya, il commençait un petit peu à étouffer parce que il était sous contrôle, quoi. Et ça va être intéressant pour la suite de voir à quel point le personnage va évoluer par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est le petit jeune, il est sous contrôle, mais il étouffe quand même, il commence à étouffer. Alors ceci dit, il est quand même assez bien protégé, du coup, comme c'est une superstar. Notamment, je me suis rendu compte qu'il y a eu une affaire, une histoire autour de La Hoya qui remonte à une plainte de 96. Alors ça... Enfin, non, la plainte pardon, a été déposée en 98, donc à l'année où il est au top du top. Et c'était par rapport à une histoire de 96, c'était une jeune femme, une jeune Mexicaine qui l'accusait de viol. Et cette histoire, moi je me souviens qu'à l'époque je n'avais pas souvenir d'en avoir entendu parler, et en fait très très peu de médias l'avaient relayé. C'est vous dire à quel point en fait on protégeait déjà De La Hoya. Alors là encore aussi peut-être parce que cette histoire, on n'a jamais su, on n'a jamais eu de preuves, hein. Et bon, on peut se poser des questions aussi. Quand vous avez un gars comme ça qui est mis en avant forcément dans les médias, euh,
c'est souvent le genre de truc qui peut t'arriver qu'on t'accuse de viol et parfois à tort, parce que on sait que tu es une certaine icône et qu'on peut derrière en tirer de l'argent aussi. Donc bon, cette histoire, a priori, n'a jamais été fondée, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu quand même déclencher un événement, un scandale autour, et en fait, ça a été quand même remarquablement bien étouffé, quoi. C'est ce que je veux dire, hein. Et, euh, et donc voilà, De La Hoya continue sur sa lancée à prendre des titres, et il est au top. Et il faut reconnaître quand même que, bien qu'il soit un petit peu protégé par sa structure promotionnelle, lui quand même accepte de prendre des risques, parce que aller combattre Ike Quartet notamment ou Obakar, c'était pas des combats faciles. Et puis surtout en 99, aller chercher Félix Trinidad, qui était quand même très dangereux. Et en même temps, quand on voit le combat, on voit à quel point le clan de La Hoya l'influence aussi un petit peu et peut-être le protège. C'est que en fait, ils lui font faire un combat en outboxing complet. Et De La Hoya, par la suite, il a dit mais en fait, j'aurais pas dû les écouter parce que c'est ce qui m'a un peu coûté la victoire, même si c'était très controversé le résultat. De La Hoya, il disait moi j'aurais pu peut-être aller le mettre KO Trinidad, mais on faisait que me dire mon coin non, continue à lui tourner autour, quelque part va pas abîmer ta belle gueule qui nous fait vendre tant de billets, quoi. C'était un peu ça l'idée. Mais ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'il va perdre donc la décision de façon très controversée, et au final c'est peut-être pas plus mal cette défaite qu'elle arrive pour les affaires, parce que il va gagner encore plus de fans, il va peut-être conquérir les fans qui lui manquaient, ceux qui étaient un petit peu justement rebutés par son image de beau gosse à qui tout réussit, vont se mettre à l'apprécier. C'est comme s'il avait besoin de la défaite pour le rendre un petit peu, pour le rabaisser un petit peu, de dire voilà, au final t'es comme tout le monde, tu peux perdre aussi, t'es pas si parfait, parce quand une personne est trop parfaite, ça peut gêner certains dans le public. C'était un peu le cas pour De La Hoya. C'est que certains trouvaient insolent un petit peu ce jeune homme à qui tout réussissait, qui avait tous les attributs. Et là, le fait de prendre une défaite, bizarrement, certains l'apprécient un peu plus. De dire, voilà, au final, il est humain, il a sa défaite, il l'accepte, et voilà. Donc, ça n'a pas été forcément un mal. Puis bon, après, on voit comment ça continue. L'année suivante, quand même, malgré cette défaite, il fait quand même l'événement de l'année 2000 au Staples Center. Je crois que c'était l'inauguration du Staples Center à Los Angeles dans un super combat contre Shane Mosley, où il va, je crois, lui toucher pas loin de 15 millions de dollars. De La Hoya, il avait déjà touché près de 22 millions de dollars pour son combat contre Trinidad. C'est vous dire, d'ailleurs, combat qui avait fait 1 400 000 ventes de pay-per-view. C'était juste du jamais vu pour un combat non poids lourd. C'est énorme pour l'époque. Même les Canelo Golovkin, ils n'ont pas fait autant de chiffres. C'était vraiment énorme. Voilà. Donc on a un De La Hoya qui là, une fois encore, voilà, c'est la superstar de la boxe. Et il fait tourner toute l'industrie derrière. Mais c'est là qu'il va y avoir le tournant, dans les années 2000. De La Hoya déjà commence déjà à se disperser, on va dire. Déjà, il pensait à reprendre des études d'architecte. Il crée une unité de cancer dans sa ville de Los Angeles, parce que sa mère était décédée du cancer. Et il y a une unité qui a été créée dans un hôpital qui s'appelle justement l'unité Cecilia De La Hoya, en hommage à sa mère. Et il se lance aussi dans la musique. Dans la musique latino, où il fait des chants latinos, un petit peu, les chansons à l'eau de rose. Et alors il fait ça d'abord à la télé. Comme ça, il est invité à des émissions où il chante. Et ça, c'est plutôt bon. Les promoteurs doivent voir ça. Enfin, Bob Arum voit ça d'un bon oeil, puisqu'il se dit, c'est bien, ça fait encore gonfler l'hype autour d'Oscar. Mais là où ça va plus loin, c'est qu'il va faire quand même un album. Et l'album va être nommé aux Grammy Awards. Donc là, c'est bien, mais on voit un De La Hoya qui commence un petit peu à faire son bis-bis de son côté. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, avec cette histoire d'album nommé aux Grammy Awards, peut-être il se rend compte, il se dit, mais en fait, c'est vrai que maintenant, je me rends compte que même quand je me lance des projets comme ça en solo, sans avoir forcément derrière une grande suite, enfin derrière, c'est-à-dire au-dessus plutôt, parce que en fait, il se rend compte, je pense surtout, qu'il arrive à un point où lui, il est tellement à un niveau, je veux dire, une fois encore, c'est la superstar, que
il amène autour de lui des gens intelligents. Et ça, c'est ce qu'a dit De La Hoya dans une interview. Il a dit, si j'ai réussi, c'est que j'ai su m'entourer de gens plus intelligents que moi. Il dit, enfin, il faut savoir s'entourer de gens qui sont encore plus intelligents que vous dans certains domaines. Et donc, il comprend ça. Il se dit, de toute façon, maintenant, dès que je lance un projet, les spécialistes un peu de ce type de projet, ils viennent vers moi. Parce que j'ai une image, je suis une marque maintenant, je suis Golden Boy. Et ça court vers moi. Et là, tu le vois, le gars, il prend un micro, il chante. Direct derrière, il y a des promoteurs qui sont prêts à lui financer pour faire un album. Et derrière, il y a les Grammy Awards qui le récompensent. Donc là, je pense que ça tourne dans la tête de La Hoya. Il se dit, mais en fait, je peux tout gérer presque de front. Et c'est à ce moment-là que son comportement va aussi changer et que notamment, il commence dès 2001 à s'embrouiller avec Bob Arum et Top Rank Promotion. Voilà, son promoteur. Et il dit un matin, il s'est levé, il a dit, mais au final, pourquoi je ne ferais pas tout moi-même ? Je réussis tout ce que je fais, pourquoi je ne me lancerais pas dans la promotion et que je deviendrais mon propre promoteur ? Et ça, c'est une idée. Alors, c'est pas le premier à l'avoir eu, Oscar De La Hoya. Il faut savoir que d'autres boxeurs l'avaient fait avant lui. Sugar Ray Leonard l'a fait au début des années 90, donc à la période où c'était vraiment la toute fin de sa carrière. Et Roy Jones Jr. l'avait fait dans les années 90 aussi. Sauf que, on va dire que eux l'avaient fait à un petit niveau. C'est-à-dire que ils étaient pas vraiment leurs propres promoteurs. Ils avaient leur société de promotion, mais ils étaient en partenariat avec des gros promoteurs. Quand Sugar Ray Leonard il a monté sa société de promotion pour le combat contre Tannery Norris, c'est quand même Bob Arum qui gère tout. Parce que Leonard, il n'a pas la structure derrière pour gérer un tel événement. Roy Jones Jr., c'était son promoteur, c'était notamment, il travaillait beaucoup à l'époque avec Mourad Mohamed, c'était surtout lui qui gérait, et Roy Jones, il était un peu en partenariat en tant que copromoteur, on va dire. Un petit peu comme voilà, dans le cinéma, certains acteurs sont coproducteurs, c'est plus ou moins l'idée. Mais De La Hoya, lui, il a cette idée-là, mais il veut la pousser plus loin. C'est-à-dire qu'il dit, oui, je peux m'auto-promouvoir, mais je peux promouvoir derrière d'autres boxeurs, et notamment, il pense au début à des boxeurs latinos, puis il se dit, mais on peut même l'élargir plus loin. Et ce qu'il va faire, il va faire un coup énorme De La Hoya entre 2001 et 2002. Il va se séparer plus ou moins de Top Rank, même si on va voir, il va s'en séparer officiellement, mais on va voir qu'il ne va pas couper les bouts. Et il va s'intéresser à une société de promotion californienne qui s'appelait la Roy Engelbrecht Promotion et qui organisait en fait 20% des combats qui avaient lieu en Californie. Et il va racheter cette société pour la transformer en Golden Boy Promotion. Donc déjà, il est assez malin, c'est-à-dire qu'il ne crée pas une société forcément où il part de zéro. Il rachète, il a les fonds pour racheter une société de promotion qui est déjà établie dans le comté de Los Angeles, même dans toute la Californie dont lui est originaire, et donc qui est déjà assez implanté. Il le rachète, et en fait, dès que Golden Boy Promotion est annoncé en 2002, déjà, on sait qu'on a 30 dates qui sont assurées pour l'année, et dans lesquelles sera impliqué Golden Boy Promotion. Donc là, vous voyez, on est plus que sur de l'autopromotion, on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Et il sait très bien s'entourer, une fois encore, puisque... Alors déjà, il fait appel à Eric Gomez, qui était un ami d'enfance, qui vit dans son quartier, qui va nommer donc du coup président de Golden Boy Promotion. Et il va également faire une rencontre importante de Richard Schaefer. Et Richard Schaefer, il faut le rappeler, à la base, c'est un banquier suisse. C'est un banquier qui vient de Suisse, et ce gars-là, qui était dans le milieu bancaire, va s'intéresser tout d'un coup à la promotion. Parce que lui aussi, en fait, quand il apprend ça, alors ça devait être déjà un amateur de boxe, il apprend qu'Oscar De La Hoya se lance dans la promotion, il dit il va avoir besoin de quelqu'un pour ce business, parce que c'est pas tout d'avoir un peu le sens des affaires, il faut quand même savoir gérer ça, il faut quand même avoir un peu étudié le milieu, et De La Hoya, c'est pas son cas. Et donc Schaefer, il arrive, et lui dit mais moi j'aime bien ton projet, on va s'y lancer. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Schaefer va devenir quand même un gros pivot de Golden Boy, et c'est ce gars-là qui va vraiment l'amener là où c'est. Donc là encore, capacité de La Hoya à s'entourer des bonnes personnes. Et dès cette année 2002, De La Hoya, il annonce qu'il signe un très gros contrat avec HBO, donc la chaîne qui à ce moment-là, avec Showtime, il y a les deux gros diffuseurs, c'est HBO, Showtime.
Et j'ai envie de dire que HBO, peut-être au début des années 2000, se porte encore mieux parce qu'ils ont beaucoup plus d'impact sur toutes les autres catégories hors poids lourd que Showtime à ce moment-là. Donc il signe un contrat avec eux de la OIA. Il signe également un contrat avec le milliardaire Jerry Perenchio qui est d'Univision. Et donc voilà, une fois encore, là on a un gars qui s'entoure hein, et qui conclut des contrats. Et très rapidement, en fait, il a à peine pris son envol, son indépendance, que ça y est. Il a déjà tout le monde, il a déjà une grosse équipe avec lui. Il a des gros partenariats. Donc là, c'est clair qu'il y a quand même un sens avisé de la OIA, c'est-à-dire que c'est un de la OIA là qui est quand même calculateur et qui commence à avoir la volonté de bâtir un empire de boxe en ayant sa propre société de promotion et en signant des contrats avec les plus gros. Et c'est ce qu'il va faire, hein, puisque bon, alors en 2002, il fait des gros combats contre Castillero, notamment contre Vargas. Il peut pas encore tout produire avec Golden Boy. Par exemple, contre Vargas, il a dû faire un partenariat avec son ancien promoteur avec qui il avait des litiges Bob Arum, donc de Top Rank, parce que il n'a pas encore la structure, même s'il sait s'entourer des bonnes personnes. Le milieu de la boxe est quand même fermé sur la promotion, c'est-à-dire que tu peux pas débarquer, mais comme dans tout milieu, tu peux pas débarquer du jour au lendemain en disant je vais me monter là-dedans, parce qu'il y a déjà des gens qui sont implantés, qui ont leurs intérêts et qui ne veulent pas te voir monter pour leur faire de la concurrence. Donc là, il fait ça assez finement, c'est que quelque part, il dit à Bob Arum, bon voilà, j'ai ma propre société de promotion, mais tu vois, on peut quand même faire du biz ensemble et toi tu peux en tirer aussi profit. Donc il est assez mal à ce niveau-là. Enfin, de toute façon, il n'a pas trop le choix non plus parce que, une fois encore, tu peux pas contester les grands promoteurs comme ça. Il vaut mieux en fait y aller plutôt en douceur avec eux, lisser le truc et leur dire non, mais moi je vais juste faire un petit peu des partenariats avec toi, ça ira pas plus loin. Sauf qu'on verra que ça va aller beaucoup plus loin évidemment. Et de la OIA, va toujours monter, donc il va y avoir des gros combats en 2003 contre Mosley, en 2004 le combat qu'il fait contre Hopkins en poids moyen. Vous vous rendez compte que c'est le premier combat d'unification totale de 4 ceintures, ce qui était impossible parce que la WBC normalement dans son règlement avait prescrit que la WBO, en fait qu'il n'y avait pas d'affaire avec la WBO, c'est-à-dire que quand tu étais champion WBC, tu avais une interdiction de combattre pour un titre WBO. C'est la WBC vraiment à ce niveau-là boycotté la WBO. Alors il y avait eu des cas exceptionnels au tout début, notamment Sugar Ray Leonard contre Thomas Hearns, leur second match, il y a les 2 ceintures en jeu. Mais sinon, après ça, pendant un moment, si vous remarquez, dans les années 90 ou quoi, dès qu'il y avait un champion WBO qui voulait monter plus haut, il abandonnait sa ceinture WBO pour aller chercher les autres titres. Parce que généralement, les autres fédérations n'étaient pas trop pour, et surtout la WBC, une fois encore, qu'il y avait même un règlement écrit à ce niveau-là. Et là, parce que c'est Oscar de la Hoya, ils vont faire l'exception. Ils vont dire, ok, la règle c'est bon, et on peut faire cette unification vraiment des 4 ceintures. Alors certes, de la Hoya a perdu le combat, et là encore, il faut quand même lui reconnaître qu'il prend un risque, parce que là, c'est pas vraiment un combat calculé, même s'il impose un catchweight à Hopkins, c'était quand même dangereux, ça s'est confirmé sur le ring, il a pris un gros KO, mais ce combat, au final, il a rapporté énormément d'argent. Alors lui est déjà en bourse de boxeur 30 millions en tant que Golden Boy Promotion où il était impliqué, ça a dû être des sommes astronomiques. Et on remarque que immédiatement après ce combat, Bernard Hopkins, il va signer avec Golden Boy. Ça va être, ces combats vont se faire avec Golden Boy. Donc qu'est-ce qu'il n'y avait pas une entente aussi à ce niveau-là ? C'est intéressant, surtout quand on sait qu'Hopkins après est devenu carrément un associé et un membre permanent du comité de Golden Boy Promotion. Donc tout ça se fait et il va y avoir autre chose qui est là encore assez intéressant et qui vous montre le sens avisé de la Hoya. C'est qu'en 2004, il apprend de la Hoya, il va apprendre qu'il y a une émission de télé-réalité de boxe qui se prépare. Cette émission, vous la connaissez tous, c'est The Contender qui, je crois, alors fera son apparition sur les écrans fin 2005, début 2006, je crois. Mais c'était déjà un chantier, un projet en 2004. Et là, qu'est-ce qu'il fait de la Hoya ? Il va contacter la Fox américaine et il va leur dire vous savez quoi, moi j'ai entendu parler là de ce projet qui veulent faire une émission de télé-réalité. Et je pense que c'est une très bonne idée. Et ce qu'on va faire, on va leur damer le pion. C'est-à-dire qu'il faut lancer une émission de télé-réalité, nous aussi. Et il faut qu'elle puisse sortir avant The Contender. Donc il faut aller très vite. Parce qu'ils disent, là, il y a un filon. Une émission de télé-réalité sur la boxe. Parce que la télé-réalité, au début des années 2000,
Ça marche énormément, notamment aux États-Unis. Et il se dit, dans le milieu de la boxe, ça serait fabuleux. Et De La Hoya, il va monter donc en partenariat avec la Fox une émission qui s'appelle The Next Great Champ. Et c'est une émission qui est sortie en 2004, une émission de télé-réalité, un reality show donc, où il fallait, en fait, c'était des boxeurs, et c'est le même principe que The Contender, c'est-à-dire que tu as des équipes de boxeurs qui s'opposent, et à la fin, le vainqueur, puisqu'à la fin il n'en restera qu'un, il gagnerait 750 000 $, un contrat avec Golden Boy, et une chance pour le titre mondial WBO. Donc là, quand même, le gars, il ne faut encore le flair, hein. Il apprend qu'il y a une émission de télé-réalité, immédiatement il se dit faut que nous on fasse ça vite, d'en sortir une avant eux, qu'on les prenne de vitesse et qu'on passe avant eux. Et c'est ce qu'il a fait en contactant la Fox, et ils ont réussi leur coup à moitié parce qu'ils ont réussi à produire l'émission dès 2004, donc bien avant The Contender. Mais en fait, elle a été faite tellement vite et à l'arrache l'émission pour être sûr d'être la première sur le marché que The Next Great Champ, ça va être un échec total. D'ailleurs, vous trouvez très peu d'images, très peu entendu parler. Ça va être un échec total, alors que The Contender, par contre, va très bien marcher parce que The Contender avait été très très bien préparé. Mais De La Hoya, là, pour le coup, même s'il ne réussit pas son coup, on voit à quel point il sait saisir les affaires et mettre en avant son image, parce que dans The Next Grand Champ, justement, il apparaissait De La Hoya. Alors, il n'est pas apparu autant de fois qu'il l'aurait voulu, que la chaîne l'aurait voulu. Ils l'ont un peu accusé par rapport à ça, d'avoir dit, ouais, si tu avais mis plus en avant ton image aussi sur l'émission, peut-être qu'on aurait pu rafler un plus large public. Mais bon, même si ça échoue, en fait, c'est intéressant parce que de vous voir à quel point le gars, quand même, sait flairer les affaires. Et à partir du milieu des années 2000, là, De La Hoya, il va vraiment se consacrer à fond à ces trucs. Donc déjà, en tant que promoteur, Golden Boy Promotion, comme je vous dis, il met sous contrat Bernard Hopkins. Il mettra sous contrat Shane Mosley aussi. Et il va se mettre à mettre sous contrat mais quasiment tous les boxeurs et en rafler, à piquer des boxeurs également à top rank. Il y avait notamment les frères Marquez, Rafael et Juan Manuel, qui vont passer chez Golden Boy. Alors plus tard encore, des années après, ils repasseront chez Bob Arum. Mais il faut voir tous les boxeurs qui met sous contrat à cette époque, Golden Boy, c'est énorme. Et à quel point, de plus en plus, dans les grandes soirées de boxe, on voit le logo Golden Boy et que De La Hoya, en très peu de temps, est en train de bâtir vraiment un empire de promotion et devient un promoteur qui arrive au niveau des Don King. Alors Don King à ce moment-là d'ailleurs est un peu baisse, et des Bob Arum. Ça devient un pilier sur le marché de la promotion. Et ça, il l'a fait en 3-4 ans à peine. En 3-4 ans, ça devient un pilier de la promotion, ce qui est quand même assez énorme. Et il ne va pas s'arrêter là dans les affaires, puisque en 2006 déjà, il va en fait s'associer à une société d'aménagement urbain qui s'appelle Highridge Partners, qui est dirigée par John Long. Et en fait, ils vont fonder ensemble Golden Boy Partners, qui sera une société en fait pour l'urbanisme une fois encore, notamment l'amélioration des zones urbaines pour les quartiers latinos. Voilà, donc là, pour vous montrer jusqu'où ça s'étend De La Hoya, et ça continue, donc ça bâtit vraiment un empire. Et en 2006, quand même, il fait un retour sur le ring contre Mayorga, et là encore, un combat qui est très bien calculé. Alors, il va toucher 30 millions de dollars pour ce combat, et là, pour le coup, même si Mayorga, c'est pas n'importe qui, on sait que c'est le type d'adversaire contre lequel peut briller De La Hoya. On le sait. Et d'ailleurs, ça va se voir sur le ring. Et ça va être un très gros coup qui va lui permettre de reprendre un titre mondial. C'était une très belle opportunité qu'il a su saisir, De La Hoya, d'aller chercher ce combat. Et puis on va arriver en 2007. Et là, 2007, c'est une année qui est très très intéressante pour De La Hoya parce que s'il n'a pas été élu boxeur de l'année, il aurait presque pu être élu homme de boxe de l'année. Homme de l'année dans le monde sur la planète boxe. Parce que il va organiser un super combat avec Floyd Mayweather. Alors à ce moment-là, je tiens à rappeler quand même, si c'était pas assez clair, que déjà dès 2006, quand il revient contre Mayorga, il n'y a plus de partenariat avec d'autres promoteurs. C'est Golden Boy est devenu une grande structure qui fait qu'il peut tout autogérer De La Hoya. Il peut vraiment tout... vraiment, il a la main sur tout, sur son business. Et il organise un super combat contre Floyd Mayweather. Là encore,
C'était pas, alors c'est quand même risqué. Une fois encore, j'enlève pas au fait que De La Hoya a pris des risques dans sa carrière. Ça, on peut pas y enlever. Il est quand même allé chercher des gros combats. Mais là, il s'était dit, je pense qu'il y avait une opportunité dans le sens où Mayweather vient des super plumes. Il était un poids welter et De La Hoya lui dit, tu vas monter en super welter si tu veux m'affronter. Il s'est dit, peut-être j'aurai un avantage quand même au niveau du poids. Et, euh, et puis, c'était organisé sur son fief. C'était parce que Las Vegas, le MGM Grand, c'était le fief de La Hoya. Ce qu'on va voir en fait, et ce combat va en témoigner, c'est que ça devient aussi à ce moment-là peut-être le fief de Floyd Mayweather aussi. Parce que Floyd Mayweather s'était établi déjà à Las Vegas et commençait à gérer tout ça. Et Mayweather d'ailleurs, on va en parler parce que c'est pas anodin ce contrat de combat avec De La Hoya parce que De La Hoya va être une énorme source d'inspiration pour Floyd Mayweather. Parce qu'en 2007, Floyd Mayweather lui aussi se sépare de Bob Arum, comme l'avait fait De La Hoya, et monte sa propre société de promotion qui est Mayweather Promotion. Mais qui est une petite société à ce moment-là, parce qu'une fois encore, je vous le dis, c'est très difficile de s'implanter dans ce milieu. Mais Mayweather, il est malin, parce qu'il sait que s'il fait un combat contre De La Hoya, comme Golden Boy est devenu une super structure, ce combat sera organisé et qu'il en tirera un gros paquet d'argent. Et d'ailleurs, Mayweather, il va prendre 25 millions de dollars pour ce combat. Mais De La Hoya, lui, pour ce combat, il a une bourse de 52 millions de dollars. Et à l'époque, c'était la plus grosse bourse qu'on ait jamais vue en boxe. C'était énorme, des chiffres comme ça. 52 millions de dollars pour affronter Mayweather. Donc vous voyez, il pouvait se permettre aussi de prendre ce risque De La Hoya. Le combat qui est organisé, bien évidemment, le Cinco de Mayo. Ça aussi, alors, Julio César Chavez avec Don King, il avait un peu popularisé cette date, mais De La Hoya a encore poussé plus loin le truc avec le Cinco de Mayo, d'en faire vraiment une date phare des gros combats. Et ce combat va battre tous les records de vente de pay-per-view. 2 400 000 ventes de pay-per-view. C'était à l'époque énorme, ça battait tous les records, même les championnats du monde poids lourd. Toute la promotion qui est autour du combat. Pour le coup, là, De La Hoya, il a réussi un coup fabuleux. Je parle en termes de business. Tout l'argent qu'il a généré avec ce combat, c'était énorme. Et d'ailleurs, derrière, il aurait dû avoir une revanche qui s'est pas faite. Et ça a peut-être jeté aussi un petit peu, enfin, ça a mis des tensions dans la relation entre Mayweather et De La Hoya, parce qu'en fait, à partir de ce combat, il va quand même se nouer une relation entre les deux. C'est-à-dire que, comme Mayweather a sa propre société de promotion, ils vont faire ensemble des partenariats, parce que Mayweather sait très bien qu'il a besoin d'un gros promoteur pour exister, et c'est Golden Boy. D'ailleurs, le combat suivant de Mayweather, c'est contre Ricky Hatton qui est avec Golden Boy, et c'est Oscar De La Hoya qui est derrière ce combat. Et vous verrez que tous les combats qui vont venir par la suite de Mayweather, ça a toujours été, jusqu'à un certain point on va y revenir, mais ça a toujours été des contrats avec Golden Boy. Et avec des boxeurs d'Oscar De La Hoya, que ce soit Marquez en 2009, Mosley en 2010, Ortiz en 2011, Cotto en 2012, Guerrero en 2013, Canelo en 2013 aussi. Les deux combats contre Maidana en 2014, c'était toujours de l'écurie de Golden Boy. Il a tout fait avec Oscar De La Hoya et Golden Boy. C'est ce qui est assez marrant parce que Mayweather critique un peu beaucoup Oscar De La Hoya, mais tous ces partenariats qu'il a fait avec De La Hoya, justement, ils ont permis d'arriver là où il est Mayweather. C'est-à-dire qu'il y avait une entente entre les deux, et c'est ce qui est assez marrant, c'est que De La Hoya, on a l'impression que dès qu'il prend un combat avec un gars et que souvent il le perd, derrière il y a une entente qui se crée. Avec Hopkins, ils sont devenus associés, avec Mosley, ils sont devenus associés, avec Mayweather, ils ne sont pas vraiment devenus associés, mais ils sont quand même devenus partenaires. Ils sont vraiment devenus... je vais dire, ils faisaient vraiment ensemble tous les événements. Et ça, notamment aussi, c'est l'influence de Richard Schaefer, qui avait un très bon feeling avec Mayweather, on en reparlera, et qui a su amener Oscar De La Hoya à ce niveau où il est aujourd'hui, à pousser sa société de promotion à ce niveau-là. Mais donc, pour revenir sur l'année 2017, donc De La Hoya, 52 millions de dollars de bourse. On imagine qu'il y a eu des parts aussi sur les pay-per-view, que ce soit en tant que boxeur et que ce soit en tant que promoteur. Il en avait sans doute d'ailleurs beaucoup plus que Floyd, qui à ce moment-là, avec Mayweather Promotion, c'est un micron quoi, à côté de Golden Boy, c'est rien du tout. Et cette année 2007, qu'est-ce qu'il fait aussi d'Oscar De La Hoya ? Il va racheter le Ring Magazine. La Bible de la boxe, il va le racheter. Il va racheter le KO Magazine aussi. Il va racheter 2 autres magazines de boxe qui sont assez connus aux États-Unis. J'ai plus les noms en tête. Mais il va quand même racheter le Ring Magazine, Oscar De La Hoya.
Donc là, je veux dire, en 2007, quand je te parle d'Empire de la Hoya, là, tu as vraiment l'empereur de la boxe. C'est-à-dire que le gars, il a une des plus grosses sociétés de promotion, il est l'un des rares boxeurs champions dans 6 catégories, enfin le seul même à cette époque-là, il est le boxeur le mieux payé au monde, et voire l'un des sportifs les mieux payés au monde, et il a en plus racheté les magazines de boxe les plus prestigieux, et surtout le plus prestigieux, le Ring Magazine. Donc là, vraiment, on a un gars qui a pris quelque part, qui a réussi à conquérir le monde de la boxe. C'est vraiment, voilà, le Golden Boy. Et De La Hoya, c'est pour ça qu'en termes d'impact, ce qu'il a fait sur le ring est énorme, mais en dehors du ring, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Moi, j'ai pas d'exemple dans l'histoire de la boxe d'un gars qui soit devenu aussi influent sur le monde de la boxe. Alors on me dira, oui, il y a eu Mayweather, après Mayweather a fait évoluer beaucoup Mayweather Promotion, et une fois encore, il s'est beaucoup calqué sur Oscar De La Hoya, mais il n'est jamais allé aussi loin qu'Oscar. Même aujourd'hui, Mayweather en tant que promoteur, excusez-moi, Mayweather Promotion, on est loin de ce qu'a fait Golden Boy, en peu de temps. Il a Gervonta Davis, mais bon, les derniers combats de Davis, c'est pas forcément des réussites sur un plan financier. Badou Jack, mais Badou Jack c'est pareil, c'est pas non plus des énormes ventes. Surtout que Mayweather Promotion, ils sont un petit peu muselés, je dirais, par PBC de Alaimon. Donc, non, moi je trouve que vraiment, ce qu'a fait Oscar De La Hoya, c'est sans précédent dans le monde de la boxe. C'est vraiment, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu et je sais pas si ça se reverra un jour. Et on va revenir justement on va continuer sur l'aspect business, parce qu'il est donc du coup avec Mayweather où il fait du biz et il fait des gros chiffres. Et d'ailleurs, il voulait être partie prenante sur le fameux combat qui oppose Mayweather à Pacquiao. En 2010, quand ça commence les négociations, Golden Boy est dans les négociations, alors qu'ils n'ont pas le contrôle de Pacquiao, qui est avec Bob Arum, et Mayweather est son propre promoteur. Mais comme il est en partenariat avec Mayweather, et c'est là qu'on voit quand même le lien qui est entre les deux, et ce partenariat qui est indéniable, c'est que là, dans un combat où ils n'ont pas de parti pris a priori direct, Golden Boy, eh ben ils sont quand même dans les négociations. Et là, Oscar De La Hoya donc, va vraiment prendre une part importante dans toute cette histoire entre Pacquiao et Mayweather. D'ailleurs, il va être mêlé, lui, à un procès pour diffamation parce qu'avec Mayweather, il avait accusé Pacquiao de dopage. Il y avait Richard Schaefer qui était très présent là aussi pour parler de ce combat. Donc, ils y étaient vraiment. Et au final, eux, pendant tout le temps où ils y ont été, ça ne s'est jamais concrétisé, cet affrontement. Mais ils avaient une position stratégique, Golden Boy, dans le sens où Mayweather ne voulait pas traiter avec Bob Arum. Golden Boy, à cette époque-là, était aussi assez réticent avec Bob Arum. Bob Arum, il était assez isolé, mais bon, au point où il en était, il pouvait quand même exister tout seul. Mais Golden Boy pouvait encore faire des ententes avec Arum et pouvait faire la jonction entre les deux. Il pouvait faire la jonction entre les deux. Ce qui va se passer, c'est que dans les années 2010, bien évidemment aussi, De La Hoya, il va trouver un nouveau phénomène. C'est évidemment Canelo. Donc ce Mexicain très talentueux, qui en plus a la particularité d'être roux. Ça, De La Hoya le mettait très en avant parce qu'il disait, est-ce que vous avez déjà vu des Mexicains roux? Et là encore, argument, il s'est dit, mais le gars, il a du talent. Mais en plus roux, un Mexicain roux, on va le remarquer. Et ça fait même, c'est une image, si vous voulez, c'est une image qu'on peut vendre. C'est-à-dire que c'est ça aussi, un sportif, au-delà de ses qualités, il faut qu'il ait une image, il faut qu'il ait une gueule, il faut qu'il ait un look, il faut qu'il ait quelque chose. Et là, il s'est dit, un Mexicain roux, qu'on appelle Canelo, ça va se vendre. Et il a mis le paquet sur ce boxeur. Et là encore, regardez ce qu'il fait avec Canelo De La Hoya, parce qu'il a jeté vraiment son dévolu sur lui. Il a dit, c'est lui qui sera ma superstar. Et regardez comment il a géré sa carrière. Et je pars même dès le début. Parce que le premier championnat du monde que fait Canelo, Matthew Hatton, donc c'est un nom parce que c'est Hatton, c'est le frère de Ricky, mais c'était un combat qui était pas vraiment risqué. D'ailleurs, c'est pas un super combat que fait Canelo contre Hatton. Et petit à petit, il va le faire gonfler, il va le faire monter. Et pendant très longtemps,
déjà en 2012, on reprochait à De La Hoya de surprotéger Canelo, notamment le combat contre Mosley. Donc là encore, Mosley un grand nom, mais on disait oui, mais Mosley, il est fini maintenant. Et en 2013, bon, ils vont être obligés de franchir certains caps. Alors il y a eu le combat contre Trout, et il y aura le fameux combat contre Mayweather, qui était une fois encore du partenariat entre Golden Boy et Mayweather Promotion. Ils ont pris ce combat, alors au final, c'est vrai que c'était un gros risque à l'époque, et d'ailleurs on l'a vu que Canelo il s'est cassé les dents sur le ring, mais au final on voit aujourd'hui la stratégie de tout ça, c'est que c'était Sugar Ray Leonard qui disait récemment encore, quelque part cette défaite contre Mayweather c'est ce qui pouvait y arriver de mieux à Canelo. Parce que bon derrière, alors lui il a fait des progrès, mais surtout il faut quand même voir que ça l'a mis médiatiquement à un niveau, même s'il a perdu face à Mayweather, et ben, il a été dans un super événement qui à l'époque avait battu des records de vente de pay-per-view. Alors je pense qu'il ne s'attendait pas en fait à ce qu'il soit autant dominé sur le ring. À mon avis, c'était dit, même s'il perd, alors mais je pense que quand même aussi ils ont pris le risque parce qu'ils pensaient que Canelo pouvait gagner. Il y en avait beaucoup qui le croyaient à l'époque parce que il y avait cet écart physique. On savait que Canelo il était déjà capable de reprendre énormément de poids derrière les pesées et que Mayweather qui était un peu à sa limite chez les super welter, ça pourrait faire la différence. Mais Mayweather d'ailleurs était malin quand même d'imposer un catchweight à Canelo parce que sinon il se serait retrouvé avec un monstre de 80 kg en face de lui sur le ring. Il a été assez malin pour ça. Mais il s'était dit, même si on peut quand même le battre parce que Mayweather n'est pas tout jeune, il y avait cette histoire de blessure à la main, et même si on perd, ils se sont dit, ça sera une victoire au point, mais ça sera pas énorme. Et en fait, je pense qu'ils s'attendaient quand même pas à ce que Canelo se fasse autant dominer dans les échanges sur le ring. Mais ça leur a quand même permis de le mettre vraiment sur le devant de la scène. Et après, d'ailleurs, bon, il y a quand même des décisions assez risquées parce que Canelo contre Lara ça c'était risqué parce que Lara très bon boxeur mais qui rapporte pas énormément d'argent. Je pense que c'est plus Canelo qui a voulu ce combat. Golden Boy devait pas être très très chaud, mais comme ils avaient également le contrôle de Lara, ils se sont dit on pourra toujours s'arranger sur la décision. D'ailleurs la décision est contestée, il y en a beaucoup qui pensent que Lara il aurait dû gagner ce combat. Mais il y a quand même des risques. Ils vont remettre Canelo en scène et le but, ça sera d'en faire la nouvelle superstar. Mais il va se passer un événement entre-temps, dès 2014, c'est qu'il va y avoir une rupture dans le partenariat entre Mayweather et De La Hoya. Et notamment, officiellement, la raison en est que c'est que De La Hoya commençait à se rapprocher à nouveau de Bob Arum. Il commençait à se rapprocher de Bob Arum. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'il sentait que plus ça allait, plus en fait Mayweather était en train de prendre peut-être les rênes dans leur partenariat. Alors surtout que De La Hoya c'est une période aussi où il avait commencé à replonger dans la cocaïne, tout ça, donc c'était peut-être pas les meilleurs moments où il était peut-être le plus lucide en termes d'affaires. Mais en tout cas il se rapproche de Bob Arum et ça va créer un micmac entre lui et Mayweather, et notamment ce qui va d'autant plus faire une rupture, c'est que Richard Schaefer, qui avait été à Golden Boy et qui avait fait prospérer Golden Boy pendant des années, va partir en 2016. En 2016, il va annoncer son départ, Schaefer. Alors, déjà, en 2014, les liens s'étaient rompus avec Mayweather. D'ailleurs, on voit que Mayweather, il va se retourner paradoxalement vers Bob Arum en 2015 pour le combat contre Pacquiao. C'est quand même assez paradoxal parce que il reproche un peu à Golden Boy son rapprochement avec Arum, mais lui derrière se rapproche de lui pour faire le combat où Golden Boy voulait être impliqué depuis le début, il n'y sera pas. Et puis en fait en 2016 ça aboutit au départ de Schaefer et Richard Schaefer, donc qui va devenir son propre promoteur, qui va devenir promoteur puisqu'il n'est pas boxeur, et qui va prendre notamment sous son aile Gennady Golovkin d'ailleurs, Richard Schaefer. Mais ça va être un coup dur pour Golden Boy le départ de Schaefer parce que ça rompt toutes les relations un peu avec Mayweather Promotion. Et à ce moment-là, du coup, ça rend aussi les relations avec Showtime, avec qui Mayweather avait un très très gros contrat. Mayweather, il avait toujours été sous contrat avec Showtime et encore aujourd'hui, son écurie Mayweather Promotion quoique aujourd'hui Showtime est quand même a quand même pris un gros coup dans les dents, mais ce que je veux dire, c'est que même après sa retraite, Mayweather, il y avait toujours des ententes avec Showtime pour son écurie. Et De La Hoya, lui, va être obligé de se retourner vers HBO à nouveau. Sauf qu'HBO, on va voir qu'à ce moment-là, ils sont déjà pas forcément flambards. Et l'argument de Golden Boy, c'est de dire, oui, mais nous, on a Canelo qui peut vous faire des ventes.
Et c'est pour ça que là, ils vont miser à fond sur Canelo, notamment le combat entre Canelo et Golovkin. Et ce qui est fou, c'est que quand même en face, le promoteur de Golovkin, il y a Richard Schaefer. Il y a Richard Schaefer qui est là. Et Richard Schaefer, du coup, maintenant détaché de Golden Boy, sait aussi comment fonctionne le business de Golden Boy. Il va dévoiler des trucs qui sont assez énormes autour de ses combats contre Golovkin. C'est notamment lui qui avait fait fuiter, je crois, la vidéo où, en fait, au premier combat, on voit que Eric Gomez, le président de Golden Boy, est au courant de la décision du match nul avant qu'elle ne soit rendue officiellement. Il avait notamment dévoilé le fait qu'au deuxième combat, sur les tests antidopage, vu que Canelo avait été serré par la patrouille suite au premier, il y avait un test qui était effectué juste après le combat, que Golovkin a fait, mais que Canelo n'a pas passé. Et sans que ça pose de problème d'ailleurs. C'est Schaefer qui avait dévoilé l'affaire. Canelo, le test à la suite du deuxième combat, il ne l'a pas passé. Et ça n'a pas posé de problème. Parce qu'il y a toute la structure une fois encore autour. Mais pour autant, on va voir que l'Empire Golden Boy à ce moment-là, il se fragilise. Parce qu'ils ont perdu Schaefer, ils ont perdu leur partenariat avec Mayweather. Et HBO, et bien c'est la fin. En 2018, quand on arrive au deuxième combat contre Golovkin, on sait qu'on est sur la fin d'HBO. Donc comment faire pour De La Hoya? Peut-être retourner vers Showtime, et Showtime qui a des grosses affaires, des gros business avec Al Haymon et Mayweather, avec qui De La Hoya n'est pas forcément bis en ce moment, il y a plutôt des tensions. Et ce qui va les sauver du naufrage un peu, une fois encore, c'est la superstar de Golden Boy, c'est Canelo avec son contrat avec DAZN, qui était à l'époque le plus gros contrat de l'histoire du sport, 365 millions de dollars pour 11 combats. Et en même temps, Golden Boy avait signé avec DAZN pour je ne sais plus combien de dates dans l'année, combien d'événements dans l'année pour faire des combats. Donc ça les a remis à flot. Mais paradoxalement, c'est là où Canelo Alvarez, je pense, il a pris conscience aussi de son statut, lui, en tant que boxeur et surtout en tant que nouvelle superstar. Et avec Canelo, c'est marrant parce qu'il est en train de se passer exactement un petit peu la même chose qui s'est passé avec son promoteur Oscar De La Hoya. C'est-à-dire que il devient tellement gros, il a un tel impact aujourd'hui en tant que superstar qu'il échappe à ses chaînes. Il échappe à ses promoteurs, un peu comme De La Hoya l'a fait. Et c'est assez fou parce que même on voit Canelo au tout début dans ses relations avec De La Hoya, on sentait c'était un petit peu presque l'admiration parce que outre le promoteur De La Hoya, il y avait quand même, c'était une de ses idoles de jeunesse. Et là aujourd'hui, Canelo, il est à un tel point où en fait on voit que c'est même très tendu avec De La Hoya, qu'il n'hésite pas même à le critiquer ouvertement. Donc en fait, De La Hoya, il est en train un petit peu de vivre là avec Canelo ce que lui un peu a fait vivre entre guillemets à ses promoteurs, c'est que le contrôle de la superstar, du fer de lance de son business dans le monde de la boxe est en train en fait de lui échapper. C'est-à-dire qu'il ne contrôle plus. Et on en est à un point où il y a même un rapport de force, on va voir, qui s'insinue qui s'articule vraiment entre les deux, entre De La Hoya et Canelo. Mais Canelo, en fait, a pris conscience de la place qu'il a au sein du groupe et il sait maintenant que De La Hoya a besoin de lui plus que jamais. Et c'est pour ça, alors il y en a beaucoup qui disent peut-être que Canelo, justement, vu les relations qu'il y a avec De La Hoya, il va peut-être faire justement comme De La Hoya, c'est-à-dire quitter Golden Boy et monter sa propre société de promotion. Ça pourrait se faire. Mais personnellement, je pense pas que ce soit ce qui va faire Canelo. Je vois pas Canelo en fait avoir le côté un petit peu businessman, affairiste d'un De La Hoya. Et surtout, c'est même en ayant la notoriété de Canelo, ça sera pas forcément facile pour lui. Il sera obligé de toute façon, même s'il se lance en tant que promoteur, il va être obligé. Il pourra pas en fait tout gérer d'entrée de jeu. Comme tous avant, il devra faire des partenariats avec des groupes de promotion plus gros. Et sur le marché, alors peut-être il se rapprocherait de Bob Arum s'il faisait ça. Mais je pense qu'en fait, Canelo, il a un point où il se dit de toute façon, maintenant je le tiens par les burnes, le De La Hoya. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire contre moi. C'est-à-dire que De La Hoya ne prendra pas le risque en fait de voir Canelo partir.
Et Canelo, il le sait très bien ça. Il le sait, il le voit. Et je pense qu'en fait, quelque part maintenant, le nouveau patron de Golden Boy, ben, c'est peut-être Canelo lui-même. Et d'ailleurs, si vous regardez les conférences de presse, prenez par exemple, vous montreriez une vidéo d'une conférence de presse à quelqu'un qui connaît rien à la boxe et qui connaît pas du tout le milieu, montrez une conférence de presse entre Canelo et De La Hoya, et dites-lui c'est qui le boss des deux, et il vous dira ben, c'est Barberousse, c'est le rouquin. Parce que quand tu vois les rapports de force, tu vois que c'est Canelo maintenant l'attraction qui a surpassé son promoteur et qui fait ce qu'il veut. Moi je suis sûr que Canelo, maintenant ça se passe comme ça, c'est-à-dire que quand il veut un combat, il appelle De La Hoya et il lui fait Larbin, tu m'organises ce combat, c'est à Las Vegas, je veux tant d'argent, c'est telle date, allez hop, demain matin je veux un contrat sur ma table. Je pense que vraiment maintenant, j'exagère un peu, mais il y a un rapport de force qui fait que Canelo, il gère tout. Il gère sa carrière. Et ce qui est fou, c'est qu'il attire dans son sillage aussi tous les autres boxeurs de Golden Boy, pardon, et c'est là qu'il y a un rapport de force avec De La Hoya, c'est que vous remarquez que De La Hoya met beaucoup plus l'accent ces derniers temps, il met moins l'accent sur Canelo et il met beaucoup plus l'accent sur Ryan Garcia. Parce qu'il voit un petit peu en Ryan Garcia le moyen de dire à Canelo au final, tu vois, j'ai pas que toi, j'ai aussi celui-là qui monte. Et à un moment, alors il y avait, c'était l'an dernier notamment, où De La Hoya il avait déclaré que il serait sur le point de conclure un contrat avec DAZN pour Ryan Garcia, un contrat encore plus gros que celui de Canelo, à 700 millions de dollars. Ce qui n'a jamais été confirmé. Ce qui n'a jamais été confirmé et qui paraissait un peu gros parce que proposer autant d'argent à Ryan Garcia au point où il allait, c'est quand même risqué. Je sais bien que DAZN, il y a beaucoup d'argent derrière, mais c'est un gros risque. Et en fait, je pense que c'était un petit peu un moyen maladroit peut-être de La Hoya de faire pression sur Canelo, de lui dire, tu vois, j'en ai une autre poule aux œufs d'or. J'en ai une autre qui peut te surpasser. Et ce qui est marrant, c'est qu'en réponse, Canelo derrière, ce qui s'est passé à peu près à la même période, c'est qu'il a déclenché un scandale en disant que les salaires versés par Golden Boy et ses boxeurs, et notamment à Ryan Garcia, étaient dérisoires. Il y avait eu toute une affaire où il avait dit à Ryan Garcia, et il avait publié ça même sur les réseaux sociaux en disant, c'est scandaleux ce qu'ils t'ont donné, tu méritais, normalement tu aurais dû avoir beaucoup plus. Et là, c'est un peu la réponse de Canelo, à dire à De La Hoya, mais attention, il dit ne joue pas ça avec moi parce que moi je peux, regarde, surtout qu'il a une bonne entente avec Ryan Garcia, il dit moi ton business je peux le foutre en l'air. Il dit parce qu'au final la parole d'influence aujourd'hui sur le monde de la boxe, c'est pas toi, c'est moi. Donc c'est marrant en fait le rapport de force qu'il y a maintenant entre Canelo et De La Hoya. Et c'est pour ça que je pense que dans ce rapport, De La Hoya n'a pas intérêt à ce que Canelo mette les voiles et Canelo pour l'instant n'a pas d'intérêt lui non plus à quitter Golden Boy parce que quelque part il est déjà en fait il a pas besoin de monter une société de promotion dans le sens où j'ai envie de te dire il en a déjà une quoi. Il en a presque déjà une et quelque part est-ce que Canelo aujourd'hui ben c'est pas lui qui vient de reprendre les rênes de l'empire de La Hoya. C'est un peu ça la question quoi et je pense que même il peut rester dans cette situation qui est avantageuse pour lui parce que là il a déjà toute la superstructure et il sait qu'il la contrôle. Et d'un autre côté même je pense que Canelo peut-être il en jouit même de cette situation. Au fond de lui, en son fort intérieur, je me demande s'il en jouit pas de se dire bah au final j'ai fait plier l'empereur de la boxe, le grand De La Hoya qui avait tout, mais au final moi je suis le mec quelque part qui l'a baisé quoi, qui a réussi à le tenir, à le dompter quoi. Et je pense qu'il jouait un peu de cette situation, Canelo. Donc ça va être intéressant de voir au fil des années comment ça va évoluer, parce que De La Hoya va évidemment, je pense, miser beaucoup sur Ryan Garcia, mais est-ce que Ryan Garcia lui aussi sera pas dans la même attitude justement qu'un Canelo, de dire, quand il va arriver à un certain niveau, mais de dire à De La Hoya, maintenant c'est moi qui contrôle tout, parce que si tu veux continuer ton bise, il faut que je sois dans ton équipe, et c'est par moi que tout passe. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, Golden Boy, ils sont plus aussi énormes qu'avant. Ils ont perdu énormément de boxeurs et en fait, il y a essentiellement ces Canelo. Ces Canelo, ils ont quelques noms, mais Top Rank se porte bien mieux, par exemple, à ce niveau-là. Et Aleymon, de PBC, quand même, alors, quoique, Aleymon, ouais, c'est peut-être pas le bon exemple, enfin, ils ont quand même quelques noms, mais ce que je veux dire quand même, c'est que Golden Boy n'est plus dans la position de force
dans laquelle ils avaient pu être à l'époque, et notamment de par leur partenariat avec Mayweather Promotion. Et là donc, forcément, il va falloir il faut conserver un petit peu ce qui reste business, donc les stars Canelo et Ryan Garcia. Donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue, toute cette affaire. Est-ce que Canelo il prendra le pas, peut-être alors, comme certains le pensent, de quitter Golden Boy? Moi, peut-être qu'il le fera, mais pas de suite. Je pense que là, il n'a pas d'intérêt à le faire. Il fait ce qu'il veut, Canelo, il gère très bien sa carrière. Et comme je vous le dis, c'est peut-être lui, en fait, maintenant, le nouveau tenant de l'Empire de la Hoya. Voilà, donc ça sera intéressant d'analyser ces rapports de force à l'avenir. Mais en tout cas, tout ça pour dire, voilà, en conclusion, qu'on a un gars quand même qui a bâti quelque chose dans le monde de la boxe qui est absolument énorme. Et qui en fait amène dans son sillage forcément des gens qui sont intéressés, mais qui au bout d'un moment, comme tout, dans leur intérêt, finissent par se retourner contre lui. Richard Schaefer, Canelo, Mayweather, tous ces gens-là, en fait, ils ont été dans le sillage de la Hoya, et aujourd'hui, ils se sont retournés contre lui. C'est-à-dire qu'ils ont profité de la notoriété, et puis aujourd'hui, ils sont un petit peu contre lui, et de la Hoya, c'est un gars qui, je pense, est aujourd'hui encore... Je pense que c'est un gars qui risque peut-être de mal finir parce qu'il est visiblement en train un petit peu de retomber dans ses vices, dans ses dépressions, parce que je pense que lui aussi est en train de prendre conscience de ça. Alors c'est un gars qui a de la ressource, comme on l'a vu. Est-ce qu'il va se maintenir vraiment encore au niveau comme ça ? Je ne sais pas comment vraiment ça va se passer. Est-ce qu'il va passer des départs aussi au niveau de Golden Boy ? À un moment donné, on sait que Bernard Hopkins, déjà en 2016, aussi menacé de quitter Golden Boy pour aller avec Al Haymon, ce qui est assez marrant parce que je crois qu'à la même période, Hopkins il avait fait un documentaire justement avec De La Hoya sur la boxe et sur la promotion où il critiquait vivement Al Haymon, et bon, au final, il était dans le même temps prêt presque à aller signer un contrat avec lui. C'est en tout cas, voilà, c'est assez intéressant de voir le parcours de ce qu'a fait De La Hoya, de voir l'empire qu'il a bâti, de voir qu'aujourd'hui cet empire est peut-être en train de s'effondrer ou en train de y être usurpé, quoi. C'est ça la conclusion de cette vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie si vous avez écouté ça jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de la faire un peu cette émission différente des autres pour me pencher moins sur l'historique que sur un sujet en particulier, essayer d'en débattre, d'analyser tout ça. Pour les prochains sujets, alors je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que j'avais aussi l'idée si le principe vous plaît, peut-être de faire un petit peu une sorte de FAQ, une sorte de foire aux questions, si jamais vous avez des questions. Tout du moins, peut-être je n'y concentrerai pas un podcast complet, enfin ça dépend du nombre de questions, s'il y en a beaucoup ou pas, mais pourquoi pas une première partie de podcast, de dire première partie je réponds à certaines de vos questions, et la deuxième on peut la faire sur un autre sujet. Voilà, donc j'attends vos retours dans les commentaires. En tout cas, merci aux fidèles de la chaîne, merci à ceux qui nous soutiennent, et écoutez, bonne santé à vous, portez-vous bien, et merci de m'avoir écouté. Allez, salut!